48e édition de notre concours, le Challenge international du vin. Nous avons le plaisir de vous accueillir ici à la Cité du Vin, qui est un très bon lieu pour effectivement échanger sur le thème de cette soirée, qui pour moi est le monde du vin et les influenceurs, que Michael appelle le rôle des prescripteurs dans l'industrie du vin. Je remercie effectivement les intervenants d'avoir accepté notre invitation et qui vont pouvoir nous échanger avec nous et apporter leur expertise, dans leur domaine d'expertise, sur effectivement leur expérience d'influenceur. Voilà. Écoutez, je vais passer la parole à Michael qui va commencer au début. Bonjour à tous, donc, je me présente, je m'appelle Michael Rouillet, je travaille avec le Challenge international du vin et je suis aussi formateur en école de commerce, école d'ingénieur sur les thématiques marketing viticole. Aujourd'hui on est là pour parler du rôle des influenceurs. Alors l'influenceur, souvent quand on parle d'influenceurs on pense influenceurs digitaux. Et justement le but aujourd'hui c'est de voir qui influence qui et comment le consommateur de vin il est influencé. C'est très compliqué pour un consommateur, notamment pour un jeune consommateur, de s'y retrouver dans le monde du vin. Savoir par exemple qu'en grande distribution, vous avez en moyenne dans un hypermarché, vous avez 1000 bouteilles différentes. En France, on a à peu près 87 000 propriétés viticoles. Donc si on calcule très rapidement, on a certainement des centaines de milliers, voire des millions d'étiquettes différentes qui se baladent dans les rayons, chez les cavistes. On a en moyenne 300 références dans les supermarchés et en grande distribution dans les hypermarchés. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon, de voir en tant que, justement, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, je vais d'ailleurs les présenter juste après, de voir comment on peut agir directement ou indirectement sur les consommateurs, et encore une fois, notamment sur les jeunes consommateurs qui ont des comportements d'achat qui sont très différents des nôtres, en tout cas de notre génération, ou des générations de mes parents, ou même de mes grands-parents. Donc aujourd'hui on a le plaisir d'avoir 5 personnes qui sont plutôt expertes dans leur domaine. Donc on a Estelle qui est ici présente. Donc Estelle elle va se présenter. Donc c'est Madame qui choisit le vin. Donc elle va nous en dire un peu plus sur son activité tout à l'heure. Si on part juste à côté de moi, Régis Deltil, donc que certains connaissent peut-être puisqu'il a été à l'origine de la cave ici de la Cité du Vin. Lui nous apportera son regard de caviste, comment le caviste peut influencer, peut guider, peut prescrire les bons vins aux consommateurs. À côté, on a Michael Brunto, donc Michael Brunto qui est le commissaire général du Challenge international du vin, qui lui nous dira à quel point la médaille reste quand même un repère dans les linéaires, notamment en grande distribution, mais aussi à l'export. On fait un petit bond vers la gauche, on a le plaisir d'accueillir Cyril Blicker. Cyril Blicker qui est sommelier, donc il nous parlera de l'influence du sommelier, et c'est quoi le rôle du sommelier aujourd'hui. Est-ce que c'est le même rôle que ce qui était fait il y a 10 ans ou il y a 20 ans? Il nous parlera un peu de l'évolution du métier, et il est aussi directeur des études au CAFA Formation, donc il voit la jeune génération au quotidien, donc il nous dira aussi un mot du comportement des jeunes consommateurs. Et puis on va finir donc avec Henri Clemens, qui est journaliste, consultant, qui connaît très bien les vins de Bordeaux notamment, et qui nous apportera, lui, un regard justement de journaliste, le rôle de la presse dans ce monde de l'influence et de la prescription. Est-ce que le journaliste peut encore guider les consommateurs vers les bons vins, entre guillemets. Voilà. Donc la première question que je vais poser, donc je vais peut-être m'asseoir, et je vais peut-être laisser la parole à Estelle, qui est la seule femme ici présente, qui va peut-être prendre la parole en premier, et je vais tout simplement lui poser une question que je vais poser après à tout le monde, donc tout le monde pourra prendre la parole sur le sujet. Comment elle voit son métier et en quoi elle va influencer, ou à quoi elle pense pouvoir influencer ou guider le consommateur à travers son activité qu'elle va nous détailler. Merci et bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Donc je suis Estelle, sous le nom de C'est Madame qui choisit le vin sur Instagram. C'est un média pour moi qui est
simple entre guillemets, j'ai pas de blog, j'ai un site internet mais j'ai pas de blog, j'ai pas d'autres délires. Alors comment j'en suis arrivée là? Déjà rapidement, une reconversion professionnelle. J'étais dans la communication digitale pendant 8 ans en tant que salariée et j'ai eu l'opportunité de faire une formation avec le CPF et j'ai choisi le vin. J'avais une appétence pour déguster et je me dis je vais me cultiver et avoir une meilleure expérience dans le vin. Donc j'ai fait la formation à l'IPC Vin et Spiritueux et le Wine 7.2. Voilà. Alors aujourd'hui, comment Instagram ou l'influence a un rôle, je dirais qu'on ne devient pas influenceur pour moi. C'est l'expertise qui m'a permis de développer cette visibilité-là. Aujourd'hui, quand j'ai commencé en 2017-2018, j'avais photographié les étiquettes pour me souvenir. Et c'est comme ça que des domaines ont vu mon compte et m'ont proposé, Estelle, est-ce que tu veux goûter notre vin et donner mon avis. Ça a commencé comme ça. Petit à petit, les domaines, plus tard les syndicats, plus tard, même aujourd'hui à Bordeaux, les châteaux, les grands crus et même des associations, quelles qu'elles soient, les femmes du vin par exemple, ont choisi d'orienter le média. Alors peut-être qu'il y a quelques années c'était la presse, les catalogues, les magazines, les 4x3, ce genre de choses. Aujourd'hui, je comprends que le digital devient un autre panier dans lequel on met ses œufs. Voilà. Et donc je crois faire partie avec le digital et Instagram, peut-être, je ne sais pas quel pourcentage, on ne pourra pas savoir, mais j'ai un rôle de prescripteur, en effet, pour, d'une part, les domaines, et de l'autre côté, pour une audience qui me suit. Et ce qui est intéressant, c'est que, oui, je suis un petit peu la femme sandwich, quoi. Je suis un petit peu un média à part entière. On utilise mon image parce que j'aime humaniser un petit peu le milieu du vin. Et pour reprendre des mots qu'on va sûrement tous utiliser, c'est démocratiser surtout le vin dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Avec beaucoup de pédagogie, parce que c'est vrai que la loi E20 nous suit de près, donc beaucoup de pédagogie, beaucoup d'histoires à raconter et faire comprendre que ce qu'il y a dans le vin, à l'origine, c'est le travail d'un vigneron. Il y a plein de choses à expliquer dans le vin. Et c'est moi, mon approche que j'ai, elle paraît simple comme ça, mais aujourd'hui, les personnes qui me connaissent sont peut-être contentes d'apprendre une histoire sur un vin. Voilà. Donc voilà. Merci Estelle. Qui veut prendre la suite? Cyril, tu es le plus proche du micro. Gentil. Je vais vous faire une petite présentation rapide. J'ai toujours baigné à la sommellerie. La sommellerie, ça a toujours été un rêve, une passion. J'ai démarré mon métier à l'âge de 16 ans. J'ai fait 5 ans d'école hôtelière, notamment à Tours, et j'ai eu la chance d'avoir une professeure corse, au lycée Albert Veillet à Tours. Et grâce à elle, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à Paris, dans la grande restauration étoilée, que ce soit Fouquet's, Pavillon, Lisée Le Nôtre, avec qui j'ai eu la chance de travailler avec Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde. J'ai pu travailler aussi avec quelqu'un qui m'a vraiment dirigé dans quelque chose d'assez unique, qui m'a ouvert vraiment au monde de la sommellerie. J'en parlerai après dans l'intervention, mais c'est vraiment la spécificité du sommelier, c'est-à-dire l'accord entre le vin et le mets, ou plutôt entre le mets et le plat, peu importe. Et cette chance et cette opportunité m'a été apportée par un immense cuisinier qui s'appelle Alain Sanderins. Et je voudrais lui rendre un petit hommage aujourd'hui parce que cette année, il y a eu 3 macarons Michelin, dont Jérôme Bantel, qui est donc à la réserve à Paris, et donc comme quoi la suite continue. Et Jérôme Bantel était donc son chef exécutif et son chef sommelier, donc c'est un de mes élèves, donc comme quoi la suite continue. À la suite de ça, j'ai eu le bonheur d'épouser une Bordelaise, et ça fait donc 27 ans que je suis à Bordeaux. Et j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir la première brasserie à vin de la première cité mondiale du vin, celle-ci étant entre guillemets la deuxième. Et l'idée c'était de transcrire la première philosophie des premiers vins au verre et d'avoir une clientèle très sensibilisée au vin au verre. Donc j'avais à peu près une trentaine de vins au verre différents et j'avais systématiquement un grand cru classé de Bordeaux, donc en mise en place au vin au verre.
Donc ça a duré un petit peu moins de 10 ans, j'ai eu l'occasion d'en croiser quelques-uns dans l'assistance. Et puis ensuite, je suis parti dans la partie onotouristique pour ouvrir la première cave onotouristique de luxe au sein du groupe Bernard Magret, qui est une cave d'exception, puisque c'est une pharmacie. L'idée, c'était d'avoir la totalité des vignobles de Bernard Magret représentés donc, dans le lieu du siège du château Paul-Clément à Pessac. Puis j'ai commencé à dévier un petit peu dans la formation. J'avais pas mal de contrats d'apprentissage, de stagiaires. C'est important pour moi parce que le rôle de la transmission par rapport au passé, et je vais y venir par rapport à la prescription, parce que la transmission joue un rôle essentiel par rapport justement à la prescription. Le fait de transmettre est pour moi quelque chose de vital, parce que dans la transmission, que ce soit à des élèves, mais aussi à des clients, c'est vraiment ça, la transmission d'une passion. Et en fin de compte, le sommelier, c'est vraiment le lien direct d'un vigneron qui n'est pas là. Nous sommes un peu son porte-parole. Mais on est un peu, et je vais rejoindre un peu Estelle, pris entre l'enclume et le marteau. Il y a un facteur qui est essentiel, c'est la cuisine, le plat. Et vraiment, en France, on a cette chance d'avoir des produits d'exception de par le monde. Elle a été quand même classée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et le rôle du sommelier, c'est de mettre en synergie la vision d'un terroir et d'un vigneron, et surtout avec la vision de la cuisine du chef. Et ça, je remercierai jamais assez des personnes comme Olivier Poussier ou Alain Sandrins, mais bien d'autres, qui m'ont insufflé ça. Et j'aurais tendance à dire, on est un peu les gardiens du temple de cette philosophie par rapport à cette recherche de perfection, pour essayer de trouver l'accord parfait, tantôt qu'il existe ou pas. Donc la prescription en soi, c'est vraiment plus dans un temps qui n'est pas un temps court, mais un temps de repas, où on doit gagner la confiance du client, que ça soit de son accueil, mais au temps du repas, mais aussi à la fin du repas, où on doit être le prescripteur, et quand on va provoquer de l'émotion à son client par le biais d'un repas, ou par le biais justement d'une émotion, en étant là pour le coup extrêmement précis dans la description du vin, c'est vraiment là où on va pouvoir créer de l'émotion et créer peut-être une prescription dans l'approche de la sommellerie. Merci Cyril. Alors Henri, est-ce que toi aussi tu procures des émotions à tes lecteurs quand ils lisent tes articles sur le vin ou pas? Alors c'est un métier ingrat parce qu'on a rarement des retours, mais bon, j'en ai quand même. Mais juste pour me présenter, mais très rapidement, parce que j'ai une vie très multiple, je dirais, mais moi c'est vraiment le hasard, c'est des rencontres qui m'ont amené au vin. Moi je ne me destinais pas du tout à ça, je me destinais à des études longues plutôt littéraires, et voilà, et j'ai rencontré un sommelier, après un cuistot, et puis voilà, puis c'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu-là. Donc j'étais sommelier dans un premier temps, caviste, acheteur vin, et après j'ai complètement bifurqué puisque je suis allé dans les nouvelles technologies, dans une boîte bordelaise qui s'appelait Infusio, qui faisait du jeu pour téléphone portable. Donc pas grand-chose à voir. Mais j'aime bien dire que moi sur mon CV, ce qui avait plu à la personne qui m'avait recruté, c'était la petite ligne en bas qui disait que j'avais été sommelier dans une appli. Donc ça avait été le petit déclic pour lui, et voilà. Donc c'est un lien, c'est clair, le vin est un lien. Alors pour reprendre un peu le fil de la prescription, pas de la prescription, alors maintenant je dis prescripteur, mais j'ai eu la chance de faire ce métier en écrivant. C'est un journaliste un jour qui est venu me voir, il y a plus de 10 ans maintenant, en me disant voilà, j'ai une rubrique que je tiens depuis des années, je ne suis pas très légitime dessus, toi je sens que tu peux le faire, et ce qui est très rare dans ce milieu, et qui m'a dit je te donne une pige, et je te laisse cet article, et tu l'écris, et c'est toi, et je te présente au chef, au rédacteur en chef pour ça. Et moi, j'ai endossé ce rôle-là avec beaucoup de gourmandise, parce que j'avais pas et puis beaucoup de tranquillité, parce que je me sentais pas du tout comme un prescripteur. Je me disais, moi, je vais parler des choses que j'aime. Et j'avais cette chance-là, cette liberté-là aussi. Et c'était très facile, parce qu'il suffisait que j'ouvre au moins une porte sur 10 dans le vignoble, aller me proposer quelque chose de bien. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. Et ça, c'est pour un magazine culturel, que les gens connaissent peut-être, c'est John Page.
Et puis après, c'est devenu quelque chose d'un peu plus professionnalisant et peut-être aussi avec un rôle de prescripteur plus affiché pour des magazines autres comme Sommelier International, Tanin ou Terre de Vin, voilà, qui vont nous solliciter pour autre chose. Moi, je ne suis pas un prescripteur, j'ai du mal toujours à me qualifier comme un prescripteur. Je suis quelqu'un qui aime quelque chose et qui aime que ça se voit, mais je ne sais pas si je suis prescripteur. Parce qu'après, la question qui se pose en creux, c'est l'objectivité. Informer, influencer, on l'a dit, en creux, c'est cette question-là. Et le vin, s'il y a une chose, mais un critique cinéma dira certainement la même chose, mais s'il y a une chose qui n'est pas objective, c'est ça. On a une grille de lecture pour un vin, mais après, est-ce qu'il y a une parole autour du même vin? Non, je ne crois pas. Il y a plusieurs paroles pour un même vin, il y a plusieurs avis pour un même vin. Il faut avoir une grille, je crois que tous on s'entend là-dessus, pour dire on a tous une grille de lecture aujourd'hui, c'est un peu c'est le solfège, je crois, mais à minima. Hein, voilà. Et moi aussi, je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure sur la désacralisation, la démocratisation. Voilà, c'est aussi un de mes objectifs en creux de ce que je vais faire. Avec une patte, j'essaie aussi pour terminer, je ne vais pas être trop long, mais ce que j'essaie à travers mon parcours, donc plutôt littéraire, un peu d'études de cinéma, etc., j'essaie de matiner au moins mon expérience d'autres cultures et d'autres éclairages, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui, entre guillemets, le succès des rubriques que je peux écrire. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On va laisser la parole à Régis, qui lui, le métier, c'est vraiment, à la base, hein, quand même, c'est de décrire justement, d'essayer de comprendre ce que veut le consommateur en face de lui, de ce que veut le client, et de se mettre à sa place, et d'essayer de lui proposer le vin qui correspondra à ce qu'il attend. Donc comment on fait pour être un bon caviste? Voilà. Ça c'est un vaste sujet. Donc en deux mots pour ceux qui ne me connaissent pas, donc avec mes équipes, on a une petite organisation de distribution de vin. On a une cave à Pessac qui s'appelle Vini Marché, un bar à vin Ouel de Bacalan qui s'appelle aussi Vini Marché, la cave de la Cité ici, et une activité de grossiste en vin pour les restaurants. Alors le métier de caviste, moi j'ai démarré dans le vin il y a 20 ans, j'ai touché un peu à tout, et rapidement le métier de caviste m'a intéressé, outre le fait de pouvoir découvrir beaucoup de régions et beaucoup de vins, ce qui était quand même ma passion initiale. Ce que je me suis rendu compte, c'est que le consommateur de vin, c'est quelqu'un qui a tendance à dire, autant ça ne vient pas à l'idée de quelqu'un de dire j'y connais rien en côte de bœuf, donc je ne peux pas vous en parler. Par contre, souvent, on a des gens qu'on croise qui nous disent moi je le trouve bon ce moment, mais j'y connais rien, hein, donc j'y connais rien. Donc on a décidé de mettre en place, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la prescription, nous on aime bien le terme de professeur de goût, de passeur d'émotions, de mettre en place des ateliers dégustation, de faire connaître aux gens un maximum de choses pour qu'ils arrivent à se forger leur goût, parce que le vin a ce côté sacré, où on a l'impression qu'on ne saura jamais si on peut dire qu'on a aimé un vin, que le vin est bon, etc. Donc, outre le fait de déguster beaucoup de vins, d'en choisir, d'en sélectionner, de les stocker, notre métier, c'est à la fois d'essayer de découvrir les goûts de nos clients, donc en mettant des mots simples sur la dégustation, ce qui n'était pas le cas dans le temps, quoi, où on employait des mots un peu pompeux pour faire savant, pour décrire le vin. Donc de décrire le vin avec des mots simples, de parler avec les clients de manière plutôt simple, en disant vous aimez quelque chose qui a goût au bois ou pas goût au bois, vous aimez quelque chose qui est vif, vous aimez quelque chose qui est tendu, etc. etc. Et puis petit à petit de prescrire effectivement, de dire écoutez, goûtez ça, vous devriez aimer ça, au travers de ce que vous me dites. Et la clientèle des cavistes est une clientèle qui vient chercher ça, qui vient chercher un dialogue, d'une part, un conseil sur les vins, mais aussi des animations autour du vin qui lui permettent de goûter lors d'une soirée une quinzaine de vins, de découvrir des régions, de s'apercevoir qu'il y a des bons vins dans toutes les régions, et voilà, donc de se forger son propre goût. Donc on est des aides à la prescription et à l'autoprescription.
Parfait, merci. Alors parfois le consommateur il est un peu perdu, il n'y a personne pour l'aider, il est tout seul face au rayon en grande distribution. Et là c'est un grand moment de solitude, il se demande comment il va faire pour choisir son vin. Et c'est là, Mickaël, où peut-être que le challenge et la médaille d'or notamment, a un rôle à jouer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle justement des concours et ces fameuses médailles d'or? Alors, bonjour à tous, Mickaël Bruto, je suis à la base je suis œnologue conseil, bordelais on va dire, donc je conseille beaucoup de propriétés et à côté de ça je suis passionné de vin, un peu comme tout le monde ici, et donc j'ai rejoint l'équipe du Challenge international du vin il y a une petite vingtaine d'années on va dire, et puis de fil en aiguille, un peu comme tout le monde, je suis passé de bénévole et maintenant je suis commissaire général du Challenge du vin et des citadelles du vin aussi. Voilà un deuxième concours que nous organisons aussi. Pour revenir à la prescription, oui, alors le challenge n'est pas forcément prescripteur directement, mais nous organisons une manifestation où tous les participants, tous les dégustateurs vont être des prescripteurs, tout à fait. Voilà. Alors nous, petite singularité du concours, c'est les dégustateurs, justement. Comme on veut que ça couvre le plus large spectre, on va dire, de dégustateurs, on a 4 collèges au niveau des dégustateurs. On a un collège, ce qu'on appelle, dans le jargon technique, nous du challenge, le collège A, qui est le professionnel du vin, donc l'œnologue, voilà. Le collège B, qui va représenter la partie production, viticulture, maître de chez, le collège C qui va être la partie qui va vendre le vin, donc tout ce qui est caviste, sommelier, et la 4e partie qui est pour nous quand même très importante aussi, qui est la partie amateur éclairé. D'accord ? Éclairé, j'ai bien dit. On ne prend pas le premier passant qui est dans la rue, mais des gens qui font partie des amateurs, qui ne font pas partie du vin, du monde du vin, qui aiment le vin, qui dégustent ou quoi. Et là, il n'y a pas, au niveau de ces 4 dégustateurs, il n'y a pas chacun a le même poids. On fait la moyenne des 4. D'accord ? C'est pas l'avis. Donc ça, c'est très important parce qu'on essaye de couvrir le plus large spectre de dégustateurs. Parce que souvent, il y a des concours où il y a un président de jury qui est un œnologue et puis il décide, et puis les dégustateurs à côté, lambda, se sentent un peu en dessous. Donc voilà, on a ce rôle de prescription, et effectivement, comme tu dis, Mickaël, c'est un peu la façon de voir, c'est une façon, on va dire, facile, on va dire, de voir un peu une différence entre les vins. Tout à fait. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout ça, les concours, c'est pas anodin. Il y a la répression des fraudes qui est derrière nous. C'est des concours qui sont légiférés. On est agréé par l'État français pour donner des médailles. On ne doit pas donner plus de 30% de médailles. Donc voilà, c'est pas donné comme ça. Mais on reste une organisation, mais forcément c'est pas nous qui prescrivons directement. Mais voilà, ça reste une façon de prescrire. Ok, merci. On reviendra tout à l'heure sur l'importance de la médaille sur certains marchés. On a parlé de la grande distribution, on pourra aussi parler de l'export un peu plus tard. Il y a des marchés comme la Chine par exemple qui sont très demandeurs de médailles parce que pour eux, qui sont des néophytes complets sur le vin, c'est aussi un moyen de se raccrocher à quelque chose. Et si des dégustateurs français, comme tu viens de le dire, ont mis une médaille d'or à un vin, c'est forcément pour eux que c'est rassurant d'abord, et puis c'est forcément un gage de qualité. Peut-être une question maintenant pour Estelle, juste pour revenir un petit peu sur le sujet de l'influence digitale. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les marques justement te font confiance? Qu'est-ce qu'elles attendent? Est-ce qu'elles attendent de vendre? Est-ce qu'elles attendent d'être connues? Est-ce qu'elles attendent autre chose? Alors c'est rigolo parce qu'il y a des personnes avec qui je collabore ici, donc je vais leur donner le micro. Non, je plaisante. Alors, c'est un métier, on va dire, c'est une approche nouvelle, l'influence, encore plus dans le vin, qui est une niche pour moi. Je pense qu'on se découvre ensemble, on a grandi ensemble, enfin, je vois des têtes, des visages. C'était il y a 3 ans, avant Covid, je crois. On a commencé. Mon compte, il a grandi petit à petit. J'ai pas fait un compte pour dire tiens, je veux devenir influenceur. J'ai fait un compte pour moi, pour mes copains, ma famille, pour dire j'ai goûté ça, j'ai vu tel château. C'est parti comme ça. T'as combien de copains maintenant sur ton compte alors? 14 000 copains. Ouais, c'est beaucoup quand même. Voilà. Qui ont plus de 18 ans. Parce que
on n'a pas le droit de... Enfin, mon compte est interdit au moins de 18. Voilà, parce que l'alcool est dangereux pour la santé, tout ça. Et donc, je grandis encore, j'ai l'impression. Je suis pas à l'apogée, je dirais, d'un média, et je le serai jamais, parce que je veux pas y penser. Mais en revanche, je grandis avec toutes les marques qui me contactent. Ça peut être le Petit Château quand j'avais que 3000 abonnés. Ça peut être Bernard Magret quand j'étais à 7000 abonnés. Ça peut être Perle de Vin quand j'étais, je crois, à 8000 abonnés. Donc ce sont des personnes qui ont matché avec peut-être la façon dont j'aborde le vin. Peut-être ma personnalité, peut-être, voilà, parce qu'il y a un échange. Et puis, comme tout, il y a une relation de confiance, une relation presque gagnant-gagnant. Donc on s'aide, et la marque et moi, à grandir. Et puis on voit ce qu'on peut apporter à l'un et à l'autre. Donc je sais qu'avec certaines marques, on grandit ensemble encore. Et aujourd'hui, c'est vrai que plus on me voit dans les châteaux, déguster des vins de grandes marques ou de petites marques, plus on va se dire, tiens, il y a une sorte de confiance. Comme voilà, on voit en bas des sites internet, ils nous ont fait confiance et là on a les marques. Il y a un peu ce sentiment comme ça. Donc au départ, quand j'ai commencé, c'était pas du tout je m'étais pas dit je vais en faire mon métier. Je ne parlais pas de monétisation. Jusqu'au jour où on me dit, Estelle, combien tu prends? Là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et bien là, combien tu prends? Tu demandes à un pote à droite, un pote à gauche, qui est un peu dans l'influence, un peu avant toi. Et tout le monde ne parle pas. Surtout en France, on ne parle pas de combien on gagne. Mais dans le vin, il y a vraiment une approche... je pense qu'on est, comme la création d'un vin, on est quand même humaniste. On s'aide entre nous. Parce qu'on ne se ressemble pas. Dans le média dans lequel je suis, personne ne se ressemble. Et si une marque fait appel à moi et à une autre personne, c'est parce qu'on ne se ressemble pas, et au contraire, on se donne tous les tips. Donc voilà, donc, pourquoi ils me font confiance? J'ai envie de dire, j'ai envie de leur demander à eux pourquoi. Et pareil, j'ai envie de parler de marques comme Wine & Co, avec qui on collabore depuis peu, mais voilà, on grandit ensemble et on se donne. Quand on a une campagne de com à faire, on échange, parce que ils ont le produit et moi j'ai la visibilité. Donc voilà, on se donne tout le temps des tips, on fait des réunions, on s'envoie des... voilà, on parle beaucoup. Voilà, c'est le secret, c'est de communiquer. Voilà, je suis dans la com, mais parce que à l'origine, je sais d'abord communiquer pour moi avec un client, le rassurer, ou alors l'orienter, ou alors lui dire ben non, je suis pas du tout la bonne personne parce que ça ne me ressemble pas. Donc voilà, j'ai envie de faire, j'ai envie de croire que c'est aussi simple que ça en fait. Voilà, donc voilà si je réponds un peu à la question. Moi, je pense, oui. Ouais. C'est pas mal. Voilà. Alors justement, est-ce que parmi les 4 représentants de la gente masculine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole sur justement cette influence digitale? Comment vous la vivez, vous, dans votre métier, que ce soit métier de caviste, sommelier, journaliste, ou même les concours de dégustation, ces vieux métiers, entre guillemets, de prescripteurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole sur le sujet? Enfin, moi, personnellement, je trouve que tous les médias, quels qu'ils soient, qui parlent du vin, sont favorables pour l'ensemble des acteurs du marché. Quand on voit l'évolution de la consommation de vin en France sur les 30 ou 40 dernières années, on est passé d'une consommation, entre guillemets, alimentaire à une consommation plaisir. Donc les nouveaux consommateurs ont besoin de références, donc pour ça ils ont le choix de lire une revue, de lire les commentaires de dégustation sur Terre de Vin, d'aller voir un caviste et de lui demander son avis, et donc maintenant de lire des commentaires comme ceux d'Estelle, que j'ai regardé et que je trouve plutôt pertinents. Donc ça fait parler de vin, elle parle de vin qu'on vend nous à la cave, donc c'est complémentaire pour les consommateurs et c'est complémentaire pour le vigneron. Enfin, je crois que il n'y a pas de concurrence ou un média qui favorise ou défavorise l'autre. Ce qui est important, enfin nous notre métier, c'est une passion notre métier. Donc ce qui est important, c'est que on vende de plus en plus de vins plaisir, qu'on apprenne aux gens à consommer modérément, à consommer moins mais du bon et des choses intéressantes, et donc ça fait partie vraiment du panel de communication, quoi. Enfin, c'est très bien qu'il y ait ça en plus, quoi.
Oui, c'est vrai que nous, tu as parlé tout à l'heure des médailles sur les linéaires, mais effectivement, les médailles nous apparaissent aussi sur les pages Instagram, sur les pages Facebook. Voilà, ça reste. Quand tu fais de la prescription, il faut que ça se voit. Voilà. Donc, nous, les médailles, oui, même la digitalisation est importante pour nous aussi. Oui. Qu'en pense le sommelier? Vaste débat sur la prescription. Je vais vous raconter une anecdote assez marrante. Quand j'ai démarré ma carrière de sommelier, au tout début, on est assez cadré dans le métier. Il y a une association qui s'appelle l'Union de la sommellerie française, dont je fais partie depuis mes débuts de carrière. Et ayant démarré donc à Paris, il était normal et évident que je sois dans cette association, l'association de sommeliers de Paris, qui est donc l'association la plus importante dans le monde, de par la concentration de restauration étoilée, de palaces et de diverses bars à vin, et donc de prescripteurs dans les années 80-90 jusqu'à 2000 et encore maintenant. Et dans cette anecdote, l'association des sommeliers de Paris, tous les sommeliers se connaissent, on sait qui fait quoi, qui travaille dans quel établissement. Donc il y a déjà un effet de transmission et de prescription d'établissement à établissement, par rapport à la cuisine du chef, par rapport au staff, par rapport au type de clientèle. Et à Paris, on était 4 jeunes sommeliers fougueux et très aventuriers. Et j'ai le souvenir d'une dégustation assez extraordinaire au Méridien Montparnasse. Et puis on déguste, c'était l'association des Saint-Émilion Grands Crus Classés qui était là. Et puis il y avait quelques vignerons qui étaient là, qui ne faisaient pas partie de cette association, mais qui étaient différents. Et puis j'ai eu l'occasion de goûter avec mes 4 compères ce vin, un vin tout à fait différent, étonnant, d'une dimension qui n'était pas dans le code Bordeaux et qui était complètement jamais vue. Et puis, je vais vous dire après qui c'est. Et à la suite de ça, ma formation à Paris continue, et puis ce vin-là explose dans le monde entier. Et il se trouve que c'était Jean-Luc Tunevin à Château-Valandreau. Et Jean-Luc Tunevin, je l'ai connu alors qu'il n'était pas connu. Et nous, ce petit groupe de 4 sommeliers, on était les premiers prescripteurs, parce qu'on a dit, mais ce vin-là, il est extraordinaire, il faut que vous alliez goûter donc, ce vin qui était complètement innovant. J'ai connu Jean-Luc alors qu'il n'était pas du tout connu. Donc le rôle du prescripteur du sommelier, il est là, c'est-à-dire de rencontrer les vignerons, de voir des choses qui sont bien faites, ou alors étonnantes, de manière à créer quelque chose dans la transmission, on va dire, orale, ou dans la transmission du temps de la clientèle. Donc à partir du principe où un client au restaurant, il a tendance à avoir peut-être des valeurs refuges, à savoir on va goûter un grand Bourgogne, un grand Alsace, un grand Loire, un grand Bordeaux, il sait, il a un repère qui rassure. Le rôle du sommelier, c'est justement, quand le client sait exactement où il va, c'est peut-être de jouer aussi un rôle d'accompagnement dans le service et la cuisine, ça j'en ai parlé précédemment, mais aussi un client qui est régulier et qui souhaite justement tenter l'aventure, de dire pourquoi pas, j'ai eu l'occasion de goûter ce Saint-Émilion qui est complètement différent, mais écoutez, faites-moi confiance, permettez-moi de vous faire déguster. Et là, de créer une certaine émotion et de pouvoir être le réel transcripteur et le réel prescripteur, de manière à pouvoir vraiment rentrer et de vraiment exprimer l'intention réelle du vigneron. Alors ça nécessite un travail de fond important. Nous, notre enjeu du métier de sommelier, il est dans la recherche perpétuelle et continue, et ça ne s'arrête jamais, de la vérité. Alors ça, c'est quelque chose qui, pour moi, et pour nous tous, extrêmement important, à savoir comment est fait le sol, comment il est vinifié, quelles sont ses expositions, et je vous remercie là pour le coup, Pierre, ici, quel est son cahier des charges. Et à la suite de ça, je vais reprendre une phrase d'une immense sommelière qui travaille à New York, qui s'appelle Pascaline Lepelletier, et qui, quand elle donne des cours à ses clients ou à ses prescripteurs, elle fait une chose, juste une chose, elle fait ce qu'on appelle la lecture de paysage. Donc elle met une photo, et par rapport à cette photo, justement, c'est là où elle va amener justement donc son client ou son apprenant
Et c'est par cette lecture de paysage, c'est pour ça que le sommelier, il est capital et vital d'aller systématiquement dans le vignoble pour mettre des mots et essayer de comprendre ce qui se passe derrière, en fin de compte, la prescription. Et de pouvoir être le traducteur réel par rapport à notre client et de pouvoir l'associer, en fin de compte, à une cuisine soit régionale ou locale ou une cuisine avant-gardiste. Donc le rôle du sommelier, il est là. C'est la quête perpétuelle de la vérité. Merci Cyril. Peut-être un petit mot, Henri, justement sur la digitalisation du secteur et comment toi, par rapport à ton métier de journaliste, dans la presse écrite, où tu prends le temps, je pense, quand même, de réfléchir au sens des mots et d'écrire des articles plus ou moins longs, mais quand même plutôt longs. Comment tu vois cette approche des influenceurs, des influenceuses et du digital, de l'importance de la photo, d'Instagram, etc. Alors, alors déjà pour commencer, je suis très admiratif de certains influenceurs, ou de certains, toi en particulier, mais il y en a quelques-uns, parce que, et je vais rejoindre ce que tu disais, moi ce que je cherche des pépites. Je cherche aussi ça, et puis un ton décalé, une pépite, etc. Donc parfois on retrouve ça, c'est pas le gros des troupes. Le gros des troupes, c'est quand même pas ça, on imagine bien que derrière, il y a des annonceurs, etc. etc. Mais il y a des pépites au milieu de ces influenceurs aussi. Et j'aime bien regarder, moi je suis très admiratif parce que c'est des formats qui ne me correspondent pas, dans lesquels je ne me retrouve pas. J'utilise bien sûr, mais je ne suis pas très mis, mais j'utilise bien sûr aussi les réseaux, Instagram, Facebook de moins en moins. On m'a dit que c'était pour les vieux. Et donc oui, mais moi j'utilise Instagram pour aller à la rencontre parfois de certains domaines. Les plus petits, les plus grands peuvent y être, et ils sont de plus en plus. Donc ça me permet parfois d'aller retisser un lien, de rechercher. Donc c'est aussi une messagerie, c'est aussi tout ça. Donc moi je m'en sers comme ça. Mais c'est pas un format moi qui me correspond, parce que tu l'as dit, moi j'aime m'étaler, j'aime prendre le temps, rencontrer, revoir, etc., et écrire derrière. Donc ça c'est deux métiers très différents, je crois, et ça peut se croiser, il y a des gens qui font les deux, hein, mais c'est quand même deux façons de faire différentes, et deux outils. Moi je ne le maîtriserai pas, ce que fait aujourd'hui, ce que tu fais toi, moi je ne saurais pas le faire. Donc je ne sais pas mettre des mots-clés rapidement, très bien, etc., sur des choses, et être aussi court et concis sur une émotion, et donc ça va pas, c'est pas un format qui me... T'es pas le roi des hashtags. Non, je laisse ça à d'autres qui savent mieux le faire. Ah, mais juste pour revenir oui, sur ce qu'il disait, qui est important, et ça c'est, je disais au départ que moi je ne me suis pas vu comme un prescripteur, je me suis vu comme quelqu'un qui aimait faire et qui pouvait le faire sous des projecteurs, en gros des petits projecteurs, mais qui pouvait le faire et puis qui était lu et puis c'était partagé, ça c'était merveilleux, ça reste merveilleux pour la plupart des articles et des choses que je vais produire. Mais j'ai très vite réalisé que là où j'avais une plus-value, c'était dans cette façon de rendre visibles des invisibles et d'aller chercher des pépites, d'aller débusquer. Et moi j'aime bien cette idée-là de défricher, de débusquer. Je me vois parfois comme un... Alors il ne faut pas faire ce genre de rapprochement, mais comme un libraire, c'est bien d'avoir Musso et Lévy devant, mais c'est aussi très intéressant de les amener vers Michon ou vers d'autres auteurs, quoi. Et c'est un peu notre rôle aussi de dire, surtout à Bordeaux, où il y a quand même beaucoup de faiseurs, d'aller les amener aussi vers ces gens-là. Et c'est très bien que les Calices aussi jouent ce rôle aujourd'hui. Ils l'ont pas toujours, d'après moi, je n'ai pas de critique. En particulier, je pense que Vini Marché joue plutôt bien ce rôle-là, mais de se donner un peu de mal, d'aller parcourir les campagnes et d'aller à la recherche de ces fameuses pépites et de raconter autre chose de Bordeaux. Alors, puisque tu as la parole, on va peut-être te laisser le micro et je vais enchaîner avec une autre question. Justement, on parlait du rôle de journaliste qui est plus d'informer quelque part et d'ouvrir un peu les yeux du public parfois plutôt que d'influencer. Donc toi, comment tu décrirais justement parfois les difficultés qu'on peut imaginer avec la presse professionnelle qui est aussi qui vit de la publicité et donc forcément les pressions, j'imagine, que tu peux avoir parfois d'annonceurs, pour parler franchement, qui vont faire en sorte d'essayer, on va dire, d'arrondir un peu les angles et de faire en sorte que le papier soit en leur faveur. En gros, comment tu gères ce côté publicitaire, communication du journaliste que tu dois forcément avoir à traiter parfois? Oui, non mais tu as raison, et puis c'est bien de l'aborder cette question, je vais pas dénoncer les gens, mais
Moi, je suis journaliste depuis peu de temps, finalement, parce qu'une dizaine d'années, c'est rien. Il y a des gens, certainement, qui ont été aussi pertinents que moi ici, hein, cette place-là. Mais moi, effectivement, je me suis rendu compte de cette partie-là qui m'avait un peu échappé. Je suis assez naïf. Cette partie m'avait un peu échappé. Je m'étais dit, bon, ben, moi, je suis indépendant, et puis je le reste, et puis personne n'est venu. Bien sûr que quand le nom gonfle, quand les papiers ont un peu on peut être confronté, effectivement. Il y a des gens qui peuvent venir me voir, m'envoyer des bouteilles, etc., me forcer la main. Donc il y a plein de biais, on les connaît tous pour amener, pour obtenir un papier. Hein. C'est ça, c'est le nerf de la guerre. Et puis plus les agences de com qui gravitent aussi autour de ce milieu-là. Mais j'ai de la chance. Alors j'ai eu des déconvenus. Hein. On m'a retoqué des articles, on m'en a supprimé, etc., parce que, alors que, juste la petite parenthèse, j'ai un métier qui est assez génial pour ça. Moi, je parle des choses que j'aime. Je perds pas du temps, et puis je veux pas le faire pour le viticulteur, je suis pas vigneron. Je veux pas dézinguer. Moi, c'est pas mon but. Et je pense que toi non plus, tu le fais pas. Moi, je mets en avant ce que j'aime, avec ma grille de lecture, qui n'est pas du tout objective, enfin qui est loin d'être objective, hein, qui est très subjective. En la croisant, bien sûr, j'ai parlé d'une grille de lecture que je respecte, que j'essaie de respecter, et puis après, moi j'ai des choses qui sont tangibles, que je peux aller voir. Toi, tu parlais d'honnêteté. Moi, si je parle d'un gars qui est en biodynamie, il faut qu'il ne me montre pas de blanche. Il me dit qu'il est en biodynamie, moi je veux voir s'il est Déméter, biodivin, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont tangibles, etc. Donc ça, c'est le rôle du journaliste. C'est pas de l'investigation, mais c'est au moins pas se tromper dans ce genre de combat. Et pour revenir à ta question initiale, c'était quoi déjà ? Je crois que tu as répondu. Hein. Okay. En gros, c'était est-ce que tu te sens menacé par les influenceurs en concurrence Non, sur la pression, effectivement, en plus dans une région, une espèce de géant comme ça du vin, on ne va pas parler de la production bordelaise, etc., mais ce que ça représente en France, donc les médias qui sont rattachés ici, etc. Donc il y a effectivement des enjeux. Je serai en Ardèche ou dans le Vivarais, je n'aurai pas les mêmes pressions, c'est clair. Il n'y a pas les mêmes annonceurs non plus. Et il y a des magazines, aujourd'hui, je ne vais pas les citer, mais bien sûr qu'elles sont assujetties à ça, à ce diktat-là, et elles sont obligées. Il y a quand même des très bons journalistes à l'intérieur de ces journaux, de magazines. Bien sûr, tout le monde n'a pas tout le monde n'est pas Rouge et Leblanc ou un Mediapart du vin, là, comme ce magazine que j'adore et qui est libre de toute pub, etc. Jumpage, la liberté de Jumpage, c'est que, pour parler de ce magazine-là qui m'a donné cette carte blanche au départ, c'est qu'ils ont très peu d'annonceurs. Donc là, j'ai jamais de pression. Même pas de toi quand tu étais directeur d'école. C'est vrai. Je savais que tu étais incorruptible, surtout. Voilà. Je vais passer la parole à Régis qui voulait réagir justement à ce point. Oui, non, c'était juste pour raconter une petite anecdote. Dans la région de Bourgogne, il y a une revue très sympa qui s'appelle Bourgogne aujourd'hui. Et cette revue a mis en place un comité de dégustation pour tester les vins qu'ils publient dans le journal, et ils ont choisi de respecter les résultats de leur comité de dégustation. C'est-à-dire que tous les vins qui n'ont pas 12 de notes par les dégustateurs ne figurent pas, alors ils ne sont pas cités, mais ils ne figurent pas dans le journal. Dégustation à l'aveugle. Dégustation à l'aveugle. Et donc le rédacteur en chef de cette revue a eu l'idée d'essayer de venir faire la même chose à Bordeaux, il y a une quinzaine d'années. Et donc là, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. C'est-à-dire que, alors à l'époque, je faisais partie du comité de dégustation de cette revue, donc on faisait une session sur les Pessac-Léognan, une session sur les pommes morales, etc., etc. Et donc on était par groupe de 5, on faisait des dégustations à l'aveugle, chacun notait, on faisait la moyenne des notes, et donc ils ne publiaient pas. Et alors évidemment, ces revues vivions de la publicité, et des annonceurs, il y a des annonceurs qui ont été très surpris d'avoir des publicités dans le journal et de ne pas trouver leur nom. Et donc quand le rédacteur en chef leur a annoncé que non, vous n'avez eu que 11,5, donc vous n'êtes pas. Et donc la revue a fait 5 numéros à Bordeaux, et elle a disparu et elle continue d'exister en Bourgogne. Voilà. Pas mal. Régis, je vais te laisser le micro. Peut-être, justement, on parlait de la digitalisation. Est-ce que toi, tu as observé
des nouveaux clients qui viennent chez le caviste avec leur téléphone en main et qui prennent des photos, ou qui recherchent sur Google ou sur Vivino, on en parlera par la suite, et on se demande pourquoi ils viennent chercher le conseil chez le caviste avec leur téléphone en main. Et comment tu appréhendes ça, toi? On se le demande aussi. Donc, non, effectivement, c'est un phénomène qui se développe. J'en parlais avec mes cavistes, donc il y a même des gens qui confrontent l'avis de Vivino avec l'avis du caviste, quoi, et qui disent mais pourquoi vous me dites que ce vin est excellent, parce qu'il n'a eu que 4,1 sur Vivino, on leur dit écoutez, on le trouve excellent, parce que comme tout dégustateur de vin, on ne détient pas la vérité absolue, on ne détient pas le goût général, on ne détient pas le goût absolu, et pas plus que Vivino ne le détient d'ailleurs. Donc Vivino c'est un avis, le caviste ça n'est un autre. Alors c'est vrai que c'est assez désagréable quand les gens confrontent les avis, après les recherches de prix, c'est vrai que des fois on a envie d'être un peu ironique, où des gens vous disent je comprends pas, vous le vendez 13,80 alors qu'il est à 13,45 à l'autre bout de la ville. Écoutez monsieur, allez à l'autre bout de la ville, je vous suggère d'y aller si vous pensez que... Mais, voilà. Mais bon, c'est un phénomène effectivement qui se généralise, alors, évidemment sur des tranches d'âge jeunes, quoi. Donc ça correspond à ce besoin de rechercher un avis, de rechercher une validation de son choix, et voilà, c'est comme ça. Alors on y reviendra, ce sera la dernière question avant de conclure, on reviendra sur le rôle des consommateurs dans l'influence, parce qu'on se posera la question, est-ce que finalement c'est pas les consommateurs qui maintenant influencent le plus les autres consommateurs? Et je vais, avant de conclure sur ce sujet, peut-être donner la parole à Mickaël. Tu disais que tu étais œnologue conseil, donc tu conseilles les propriétés, donc on imagine que tu leur conseilles de participer, pourquoi pas, au Challenge national du vin, hein. Ça pourrait se comprendre. Pourquoi ils viennent chercher des médailles? Qu'est-ce qu'ils attendent de la médaille? Une reconnaissance, déjà, une visibilité aussi, puis comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, il y a certains marchés qui sont demandeurs. Vraiment, il y a des marchés asiatiques qui sont vraiment demandeurs. Il y a la médaille, effectivement, la couleur de la médaille, comme tu dis, or, grand or, argent, bronze aussi un petit peu. Et il y a un autre marché qui est demandeur d'autres choses, qui se rapproche un petit peu, c'est le marché américain, sur les notes sur 100. Voilà, tout à fait. Ça dépend des marchés. Voilà. Donc nous, depuis un petit moment, vous voyez effectivement les couleurs or, argent au niveau des grands or du Challenge, mais on leur donne aussi la note sur 100. Voilà. Ils ont aussi une note sur 100 pour aborder différents marchés. Tout à fait. Et voilà, ils recherchent, moi mes clients recherchent cette médaille. Ils recherchent aussi, voilà, ils se disent, nous le concours, je reviens toujours pareil sur la composition du jury, pour nous qui est quand même très très important, parce qu'on a un peu tout le collège de dégustateurs. On leur donne aussi un œnographe. C'est un peu une représentation schématique un peu de leur vin, voir comment les dégustateurs ont dégusté, fruité, boisé. Voilà, ça reste. Voilà, ils recherchent un petit peu tout ce qui peut être un support de communication et puis de vision au niveau des réseaux, au niveau de leurs bouteilles, de leurs dépliants publicitaires. Voilà, il faut de la vision. Voilà, donc. Et pour rebondir sur cette médaille, c'est quoi toi, ton avis par rapport, justement, on parlait déjà des labels Déméter, Biodivin, label AB, Terravitis, Agriconfiance, il y a plein de labels environnementaux. Oui. Comment tu juges, toi, la puissance ou la force de la médaille par rapport à ces labels environnementaux? Par rapport à la médaille, ce qui est important aussi au niveau du Challenge, c'est qu'on arrive à les comparer, on va dire, au sein de l'appellation. Voilà. Nous, on ne va pas comparer, vous n'allez pas savoir, il y en a certains demain qui seront là, donc sûrement. Vous n'allez pas avoir un Bourgogne qui va être comparé à un Bordeaux, qui va être comparé à... Voilà. Donc après, au niveau de ces chartes environnementales, effectivement, il existe des concours. Il y a des concours
interne au niveau on va dire, des chartes, du concours des vignerons bio d'Aquitaine, des choses comme ça. Il y a Amphore et des concours qui interviennent au niveau des vins, tous avec une entité un petit peu bio. On a voulu nous créer, on a créé, on va dire, il y a une dizaine d'années, un concours meilleur vin bio. Et puis finalement, on s'est aperçu que les bio, ils font aussi bon que les non-bio, les conventionnels. Et maintenant, on n'a plus de distinction. Donc le challenge, c'est vraiment en fonction plutôt du terroir. Et on ne va pas chercher côté le bio est meilleur que le non-bio. Non, on ne va pas tomber dans ces... Enfin, pour moi, qui sont des travers. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas... Enfin, la science exacte et puis la dégustation n'est pas très très précise. Après, moi j'ai plein de clients qui sont bio, qui ne sont pas bio. Ouais, ils font du vin, ils en ont pour tous les goûts, et puis voilà. Alors justement, on va revenir sur le goût du consommateur, et on parlait, Régis tout à l'heure parlait des consommateurs qui viennent avec leur téléphone, qui prennent des photos, qui comparent les prix, etc. Par exemple, le métier de sommelier, on sait que dans les restaurants, on a que 5%, je crois, des restaurants qui ont un sommelier, 4% en Oui, à peu près. Ouais, c'est l'équivalent, en fin de compte, des restaurants étoilés, mais pas que. La restauration étoilée correspond à une certaine élite sur une catégorie déterminée par le guide Michelin, mais il y en a qui volontairement maintenant ne veulent plus par réaction rentrer dans le guide, et c'est des restaurants, on va dire, gastronomiques. La crise Covid a beaucoup changé les choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, notamment dans l'approche du métier de sommelier, à savoir notamment le QR code, où la dématérialisation, en fin de compte, du conseil par la digitalisation a bouleversé la donne. On peut parler aussi de la tablette numérique. Ici, au restaurant du 7, c'est encore des élèves qui sont donc à la sommellerie ici. La digitalisation a permis de rendre, on va dire, peut-être beaucoup plus juste et de raconter peut-être une histoire courte sur le vin par l'image. On peut citer aussi le restaurant gastronomique Le Chapon Fin de Madame Caz. Ils utilisent aussi donc les iPads. Alors, comme tout avantage et des inconvénients, le problème d'avoir un iPad au restaurant, forcément, il peut y avoir de la casse et donc des problématiques de gestion du matériel. En revanche, je reste convaincu que le rôle du sommelier tel qu'on le connaît d'une manière historique ne changera pas. Pour une raison simple, c'est un peu comme le livre dans une librairie. Le grand classique, le livre de cave, le livre du restaurant, et ça, je pense que la digitalisation ne pourra pas le remplacer. Si on prend le livre de cave du restaurant donc, de Romain Lutis, que ce soit à la Forêt-Péraguet ou que ce soit donc, en Alsace à la Maison Mère, c'est vraiment des livres de cave. Alors, on se retrouve dans le même syndrome du rayon où il va y avoir 3000 bouteilles et en fin de compte on va être complètement perdu. Ben, le rôle du sommelier, c'est vraiment d'écouter pour pouvoir guider, et donc dans le labyrinthe du livre de cave, et surtout il y a un point essentiel, c'est la notion de prix. La notion de prix, parce que quand on va dans un restaurant dit gastronomique, il faut surtout bien écouter son client pour ne pas tomber à côté dans la prescription du prix. Toujours pareil, je vais reprendre une phrase de celui qui a porté le vin dans le monde entier, c'est Paul Bocuse, et qui a dit, Monsieur Paul, et qui dit, en fin de compte, dans la sommellerie et dans le vin et dans la gastronomie, il y en a qui vont faire leur quotidien d'une table gastronomique et qui vont être un peu comme leur cantine, mais j'attacherai autant d'importance à la personne qui rêverait de venir chez moi et qui va économiser toute sa vie pour avoir cette émotion-là. Donc oui, je vous invite à regarder cette finale magnifique du nouveau sommelier, donc nouvelle génération, la finale du meilleur sommelier de France de Xavier Tuisa, où vraiment le sommelier est vraiment dans l'écoute et dans l'empathie, le sommelier obséquieux, qui est un peu le balai dans les fesses, qui vous regarde de haut, c'est fini, ça c'est terminé. Et la prescription, elle en passe aussi par l'écoute et l'empathie. C'est hyper important, la bienveillance, le fait on ne peut pas tout savoir, c'est impossible, c'est une quête perpétuelle, c'est un peu le travail de Sisyphe.
chaque millésime est différent, chaque nouvelle génération de vignerons est différent. Un vigneron dont les parents ont eu une vision, derrière, ils sont allés à la fac d'onologie, que ce soit à Bordeaux. On a beaucoup de chance à Bordeaux, on a un pôle onologique. Je peux citer Axel Marchal, mais qui a fait des travaux extraordinaires, notamment sur la molécule QTT. Cette molécule qui va donner cette fameuse sucrosité sans sucre. Et là, on explique. Moi, j'adore aller à la fac, aller les voir. J'ai une de mes élèves là, qui a fait la sommaire avec moi, qui est partie. Je l'ai envoyée à la fac pour comprendre. Et puis, il y a quelques dualistes ici. Mais en fin de compte, comprendre ce que l'on boit de manière à pouvoir le rendre simple et audible aux clients. Et c'est ça un peu notre nouvelle vision de la sommellerie. Alors, est-ce qu'il y a un mot de conclusion parmi les participants avant de laisser la parole au public pour les questions? C'est une dimension qu'on n'a pas abordée, mais bon, c'était trop court, mais elle a été un peu abordée en parlant de la question des labels et voir quel public aujourd'hui, et les nouveaux publics, les nouveaux profils, etc. Et tu posais la question de est-ce que les médailles, plus que les labels AB, etc., étaient prescripteurs ou pas. Je pense qu'il y a une dimension qui est nouvelle, en tous les cas pour moi, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me vois parfois comme un journaliste engagé, je dirais pas militant mais engagé, c'est-à-dire que on est sorti du produit purement épicurien, décorrélé de tout, et on est sur un produit qui engage sociétalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, tu parlais du Covid, mais moi j'ai vu ça autour de moi, les jeunes qui vont chercher des vins, beaucoup, je dis pas tous, mais beaucoup, puis je donne comme toi, je donne parfois des cours, et les gens posent la question. Alors c'est label AB, Déméter on s'en fiche, mais pose cette question-là de la vertu, de l'honnêteté, du respect du vivant, etc. Et donc le vin, il est rentré dans ces champs-là auxquels il échappait, il a longtemps échappé. Et je pense que ça, il faut l'intégrer aujourd'hui, je ne sais pas si toi tu le fais, mais l'intégrer un petit peu, parce qu'il y a une demande derrière d'avoir des vins un peu plus sourcés, quoi. Merci. Est-ce que ça marche ou pas? Je ne sais pas trop. Si, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour nos intervenants sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'influence, la prescription? Est-ce que vous revendiquez toujours le rôle des prescripteurs dans l'industrie du vin? Pour la dernière intervention, vous faites penser plutôt à l'artisanat, enfin à la meilleure place donnée de plus en plus à une forme d'artisanat, mais qu'avez-vous voulu dire par l'industrie du vin dans ce titre de table ronde? Oula, c'est moi qui suis sur le grill là. Pourquoi j'ai parlé de l'industrie du vin? Tout simplement parce que le vin, on ne va pas se cacher, c'est une industrie. Bordeaux, on a 110 000 hectares, il y a 600 millions de bouteilles à vendre. C'est un business qui fait vivre des centaines, voire des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde. Donc on est dans un modèle industriel en termes d'économie. D'où le titre l'industrie du vin. J'aurais pu mettre le monde du vin. La filière. La filière du vin. Voilà. Après, l'industrie, c'est pas un gros mot non plus. Hein. Je ne considère pas que l'industrie du vin soit péjoratif. C'est un modèle économique qui a un poids très important, notamment à Bordeaux, qui fait vivre, je crois, 60 000 ou 70 000 personnes directement, plusieurs centaines de milliers indirectement. Donc voilà pourquoi le mot industrie. Mais je n'ai pas réfléchi pendant des heures sur le sujet, j'avoue. Je voudrais juste faire un commentaire complémentaire à ce que disait Henri. Pour information, on a fait mercredi une réunion ici à la Cité du Vin sur notre nouvelle période de gestion de la cave, donc qui va se terminer en 2031. Notre objectif, c'est d'avoir quasiment la totalité de l'assortiment en bio, biodynamie ou nature d'ici 2030. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a ce genre de... Et on nous a demandé de réfléchir sur l'empreinte carbone de notre assortiment, sur les vins en vrac, les vins issus de l'agriculture régénérative, sur les vins sans alcool, donc sur toutes les évolutions sociétales donc, qui reprennent exactement ce que tu viens de dire sur donc on est loin du vin aliment avec sa dose de calories et pour quelque chose maintenant de symbole sociétal. Il y a d'autres questions. Pierre? Oui, moi
Je voudrais savoir comment vous analysez le lien entre les prescripteurs, quel que soit le support, et les nouveaux types de produits. Vous en avez cité un, les vins nature ou les vins orange, par exemple. Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Moi, je veux bien me lancer, c'est pas un problème. Alors, Juste te lancer. ouais, Oui, bah, ça veut pas, mais c'est pas grave. En fin de compte, c'est vraiment une question d'âge. Moi, je le constate avec mes élèves, les jeunes prescripteurs qui travaillent en contrat d'apprentissage dans divers bars à vin ou restaurants ont une attention particulière à ce que tu disais, à au bio, au respect de l'environnement et puis au côté bien-être, santé, qui fait que y a cette préoccupation importante, quitte à aller à des vins qui seraient limite marchands. Voire, je peux pas dire le mot, allez, franchement pété, quoi. Donc, et là, c'est la limite, c'est ma franche limite. Parce que ce sont des enjeux de reconnaissance où le sommelier, on lui apprend déjà à la base, avant de reconnaître un vin et d'avoir la connaissance, c'est avant tout de repérer le défaut. Dans la fiche de dégustation qui est normée chez nous, qui est très normée, c'est avant tout, est-ce que le vin est net ou il n'est pas? Et s'il n'est pas net, derrière, il va falloir quantifier et trouver le défaut. Donc ça en passe par les seuils de perception. Et par ces seuils de perception, s'auto-connaître pour pouvoir arriver après à ne pas servir des vins à défaut. Et c'est pour moi extrêmement important de comprendre qu'on se doit d'être garant de la qualité du vin servi. Et c'est vrai que les nouvelles générations ne sont peut-être pas sensibles ou trop aguerris, mais ce qui est normal du fait de leur jeunesse, des vins qui, on leur dit, sont nature. Mais nature, des fois, tous les goûts ne sont pas forcément dans la nature. Donc, c'est important que le vin soit net. Alors, ce qui n'est peut-être pas le cas quand on va monter en expertise, mais je vais reprendre une phrase de mon mentor Olivier Poussier. Quand on est jeune, on est fougueux, on va un peu dans tous les sens, et on ne sait pas trop où on va, on est un peu instinctif. Le vin, il faut du temps, de manière à obtenir la courbe d'apogée. Et en fin de compte, en gagnant avec l'âge, on prend de l'expérience de son goût. Et l'expérience de son goût permet là pour le coup de savoir ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas. Et dans la prescription, le but, c'est d'essayer d'aller au plus près du goût qui nous correspond. Et ça, en fin de compte, il en passe par la multiplication de la dégustation. Moi, régulièrement, j'hésite pas à aller chez les cavistes en grande surface, d'aller un petit peu partout, d'aller chez les vignerons. Il faut être curieux de tout, il faut être arrêté sur rien. Et c'est un peu ça, ma morale. Des fois, je vais suivre, je suis Estelle, on se suit, je suis Margot Ducancel, le Rouge aux Lèvres, je suis même une ancienne élève sommelière, qui est Nathalie Clusiac, que j'ai eue, donc, qui est aussi blogueuse. Et le but, pour moi, c'est important de savoir qui on est pour savoir où on va. C'est un peu notre moteur. Mickaël, vous voulez réagir par rapport à ça? Henri, tu voulais dire un mot aussi? Oui, je vais m'énerver. Non, Alors moi, j'ai rejoint un petit peu, effectivement, là. Normalement, celui-là fonctionne. Fonctionne celui-là? Ouais. Moi, j'ai rejoint un petit peu ton expertise. Je vais prendre mon autre casquette de le conseil. Enfin, je ne suis pas de la prescription, mais je les oriente. J'ai de plus en plus de demandes, à Bordeaux surtout, je travaille sur Bordeaux, avec des nouveaux vins. On appelle ça des vinovateurs. On a fait une dégustation là, il n'y a pas longtemps dans ma structure. Et effectivement, on a des demandes. Une demande de vin nature, de vin orange et tout. Moi, j'ai des clients qui me disent, je veux faire un vin nature. Je prends un exemple tout bête. J'ai un client qui a fait du chardonnay, très bon chardonnay, super terroir de chardonnay en Charente. Il y a des très beaux terroirs pour faire du cognac, mais des très beaux terroirs pour faire du chardonnay. Un jour, il me dit, je veux faire des vins nature. Je dis, c'est pas dur. On prend du presseur, à la sortie du presseur, on prend le process traditionnel, on prend le process nature. Je dis, il faut quand même avoir conscience, voilà là-dessus. Dans la nature, il y a des échecs. Et quand on fait du vin nature, il faut accepter les échecs. Et là, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'échecs.
On essaye d'éviter, nous, en tant qu'œnologue, mais on a beaucoup de demandes sur des vins oranges, des vins nature, des blancs de noir. Enfin, voilà, le blanc marche toujours très bien. À Bordeaux, on est en pleine crise, on essaye, malgré tout ce que les médias veulent un peu colporter, Bordeaux est en train de se réinventer, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, sur les petites appellations. Je ne dis pas les grands crus, ils ont ces 4% de bordelais, mais voilà, il y a ça. On essaye, on a des demandes, beaucoup, mais des produits... des demandes de produits. Moi, à Bordeaux, je fais des vins rouges sucrés, pétillants, style Lambrusco, pourquoi pas. Mais à chaque fois, ça reste des petites productions. On s'est posé la question au niveau du challenge d'ouvrir à d'autres, mais aujourd'hui, on en parle, tout le monde en parle, c'est très médiatique, mais ça représente vraiment pas une grande quantité de bouteilles, on va dire. Mais après, je rejoins là-dessus. Il faut savoir d'où on vient, ce qu'on veut faire et compagnie. Et puis après, parce que de faire des trucs à la mode, des fois on a des terroirs qui ne permettent pas de faire des trucs à la mode. Des vins oranges, il y en a des très bons à Bordeaux, mais on n'a pas des cépages à Bordeaux qui sont faits pour faire des vins oranges. Enfin, il y en a quelques-uns qui arrivent à faire, mais on n'est pas dans des vins de Loire où ils sont assez avec des super chemins. Mais à Bordeaux, on a quelques cépages qui le font, mais voilà. Donc c'était un peu ma partie production, on va dire. Henri, tu voulais compléter ? Non mais Estelle, parce que toi tu dois avoir des demandes comme ça. Honneur aux dames. Nature et... Alors en effet, je vous rejoins sur la tendance qui est pas mal dédiée à la nouvelle génération dont je ne fais plus partie, plutôt jeune, des vins même sans alcool, des vins nature. Et un peu comme vous, un peu comme toi, j'ai du mal moi avec cette approche très brette. Et pourtant il y a une... Il y a pas plus tard que mardi, je ne sais plus quand, on a fait un dîner dans un restaurant et c'était que du bio, du nature. Et ben j'ai dit ouvertement ce que je pensais et du coup c'est pas évident parce que j'étais la seule à le penser. Tout le monde, enfin c'était plutôt 25 ans la moyenne d'âge, mais personne n'avait réagi. Et en fait ils le boivent sans le comprendre et ils ont bu. Voilà. Et voilà. Donc c'est une tendance, et c'est vrai, je rejoins complètement sur qui on est, où est-ce qu'on va. C'est une tendance, c'est une mode, ça peut passer, ça peut ne pas passer. L'idée c'est qu'il faut que ça fonctionne bien en fait. Pour l'instant, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Un peu comme les vins sans alcool, c'est un peu compliqué aussi. Le jour où je goûte un vin rouge sans alcool, où je dis waouh, c'est parfait, on y va, mais c'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, et surtout, enfin, toujours pareil, je vais prendre mon côté un peu production, on va dire. Les vins sans alcool, ça reste des procédés, ce qu'on dit le monsieur, totalement industriels. Ça part, c'est des procédés chimiques. Pour rééquilibrer les vins, je parle là du côté chimique, on enlève l'alcool qui donne un côté doucereux, un côté... Mais il faut bien, derrière, pour pas que ce soit trop mou, on réacidifie, faut pas oublier, et d'ailleurs on remet du sucre. Les vins sans alcool, c'est 30-40 grammes par litre de sucre. Aujourd'hui, on fait la chasse au sucre, mais on n'a pas d'alcool, mais à côté, on a du sucre. Et rappelons qu'un vin, c'est 8,5 degrés. Exactement, parce que je suis désolé, là aussi, on surfe sur la vague. Le vin, c'est des boissons à base de vin, c'est des BABV, c'est plus des vins. On joue sur le marketing, enfin, on joue sur le packaging du vin, l'étiquette, le château, enfin, voilà, mais ça n'est pas du vin. Alors, des lots alcool, on demande beaucoup maintenant, effectivement, à faire des lots alcool, avec moins d'alcool, comme tu dis, 8,5, entre 8,5 et 10. Là, oui, pourquoi pas. Sur certains profils de produits, sur des produits frais, des gens qui veulent des vins un peu style, on va dire pas copier, mais sur de la bière, sur des choses qui sont assez frais, sur de l'apéro, sur des rouges très légers, oui, là, il y a peut-être un avenir. Même si le réchauffement climatique ne nous aide pas sur ces questions. Ah non, pas du tout. Et même si ça reste quand même un procédé industriel. Voilà, donc, là, c'était la partie technique. Je pense qu'on ne faut pas se détourner trop du Henri, sujet. conclusion, et puis on pourra peut-être une ou deux dernières questions. Non, revenir sur le mot qui fâche, la vin nature. Moi, je pense qu'il ne faut pas être caricatural. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut être curieux, il faut être ouvert. Moi, de mon point de vue, d'abord, j'ai goûté des très très bons vins nature. Enfin, qu'on m'a vendu comme des vins nature. Il faut aussi dire qu'est-ce que c'est. Voilà. Il n'y a pas de charte. Il y en a une maintenant. Ouais, il y a une charte depuis 1 an et demi. Elle n'est pas officielle, c'est ça. Si, elle est homologuée, elle est officielle. Et vous avez le droit de le mettre maintenant sur votre bouteille. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Mais moi, j'ai goûté des très grands vins nature. Voilà, le vigneron, s'il est bon, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas des bons vins qui soient dits nature. Et encore, il faut se dire, il faut être d'accord sur ce qu'on met derrière nature.
pour pas être trop caricatural, moi je crois que d'abord le consommateur il a parfois raison, il faut l'entendre en tous les cas, même s'il n'a pas raison, il faut l'entendre. Donc moi si le consommateur, j'ai été caviste, mais si je suis caviste et que le consommateur me demande un vin nature, à moi de lui fournir des bons vins nature et de faire cet effort-là. Et de lui dire que ça existe et de le rassurer. Parce que si je lui ferme la porte en lui disant non là toi tu bois des brettes et tu bois des choses qui sont déviantes, voilà, j'ai pas gagné un consommateur, et puis surtout qu'est-ce que je lui ai appris. Donc je pense que c'est mieux je pense que parfois c'est mieux je vais dire quelque chose d'horrible, mais c'est mieux de boire un vin nature qu'un tariquet parfois. Moi je préfère que les gens aillent vers ça, où on a cette dimension-là d'artisanat. Tariquet était client du concours, mais voilà. Où on a cette notion justement d'artisanat, etc., qui me tient moi à cœur. Et puis, la chose très belle avec la vin nature, et ça je l'ai vu, c'est que ça a amené des gens à s'intéresser au vin. Ça a réouvert des portes et ça a été chercher des publics qui n'étaient pas acquis au vin et qui se sont mis à boire. On a parlé tout à l'heure de certains bars là, dans lesquels effectivement on trouve des poneys, du bret, de l'état. Même toute la cavalerie. Hein. Mais pas que ça. Mais pas que ça. Voilà. Je voudrais juste rebondir, c'est important. Et là, je vais prendre ma casquette de prof de sommellerie. Nous, l'enjeu, c'est d'étalonner en disant, voilà, là, tu vois, c'est à défaut. Là, tu vois, c'est ça. Là, tu vois, c'est ça. Là, tu vois, c'est ça. Et c'est comme ça. Après, derrière, libre à toi. Si tu aimes ce style de vin, tu es libre. Mais par contre, nous, on est les gardiens du temple en disant, voilà, un vin de bonne qualité, qui soit nature conventionnelle, biodynamique. Je rappelle quand même que un des vins les plus chers du monde, c'est la Romanée Conti. Ils n'ont pas attendu d'être bio, ils sont biodynamiques déjà plus de 40 ans, voire 50 ans, mis en selle par la Louise Leroy. Donc il faut quand même savoir que le bio et la biodynamie fonctionnent. Et voilà, après derrière, il faut juste que ça soit... faut juste avoir la notion de savoir ce que l'on goûte et que ça ne soit pas non plus la norme, entre guillemets. Parce que là, je te rejoins. Si on parle à un onologue, derrière, où est la norme? Et c'est là, on pourrait faire un débat philosophique là-dessus, mais est-ce que le défaut du vin est la norme? Ça, vous avez 4 heures. Le commentaire que je voudrais faire, ça marche pas, c'est sur les vins nature. Donc effectivement, je suis d'accord, il y a de très bons vins nature. La difficulté que l'on a sur les vins nature, c'est la stabilité dans le temps. C'est pas tellement le goût du vin, c'est-à-dire qu'on commercialise des vins, on goûte, on fait une dégustation, on trouve bon, et puis on rouvre 2 mois après, on n'a plus le même vin. Où des brettes se sont développées, ou de l'oxydation, des choses comme ça, et c'est ça la grande difficulté. Donc nous, c'est très difficile de sélectionner des vins nature, on en goûte beaucoup, on en sélectionne quelques-uns, mais avant de les commercialiser, on les goûte plusieurs fois sur plusieurs mois, pour savoir comment ils évoluent, et si on peut dire à un client, écoutez, goûtez ça, c'est nature, c'est intéressant. Alors c'est clair qu'on n'est plus sur des arômes de sous-bois, de champignons, etc. On n'est pas tout à fait dans l'écurie, mais pas loin. Mais c'est cette difficulté qui actuellement n'est pas encore résolue à mon avis. Alors, est-ce qu'on a une autre question dans le public? Il y a la notion de prescripteur et une notion d'audience, qui va vous lire, qui va chercher la médaille. Et du coup, quels sont les enjeux pour vous de développer cette audience, de développer cette notoriété pour que les gens finalement viennent chercher votre avis et soit suivre vos avis tout simplement. Qui se lance? Je peux? Estelle. Mais j'ai juste une anecdote encore géniale, j'en ai plein. Parce que celle-là, elle vaut 10. C'est en politique que la répartition du temps de parole est... je peux vite, après je te laisse tout. Tu ne serais pas un bon politicien, tu te fais reprendre par la je vais te présenter, mais j'ai ma copine, elle a déjà pris la place, elle est là-bas. Non, en fin de compte, moi je m'amuse, mon épouse fait les courses et moi je me plante en tête de gondole dans les supermarchés, et puis j'aime bien écouter.
Et en fin de compte, la médaille est vraiment un prescripteur quand on ne sait pas. C'est garant, c'est rassurant. Moi-même, je me trouve des fois, quand je ne connais pas l'étiquette, je me dis, bon, il y a une médaille. Après, il y a médaille et médaille. Attention, ça c'est un autre débat, mais la médaille, en fin de compte, c'est vraiment le sceau qui rassure. Et quand on ne sait pas, moi j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, j'étais au Leclerc, je fais une marque, j'ai cité Carrefour, Cora, et Auchan, etc. Au Leclerc à Pessac, et en fin de compte, j'étais en tête de gondole, puis j'aime bien écouter pour voir un peu comment va se déclencher l'acte d'achat. Et puis une personne était au téléphone, un peu pressée, bon ce soir on fait quoi à manger, machin. Je dis, oh, bah tiens, ça, bah, il y a une médaille, ça tombait bien, c'était celle du challenge. Donc tiens, une médaille d'or, c'est super, bah, tiens, je prends ça. Donc voilà, comme quoi le rôle de la médaille vraiment peut rassurer quand il y a une offre multiple et variée où il n'y a pas effectivement de référent, que ça soit toi Estelle ou quelqu'un qui va guider l'acte d'achat. Si je comprends bien, la question c'était vraiment l'enjeu presque commercial derrière. L'enjeu et alors, dans quelle mesure ça guide aussi des choix de se tourner vers certains produits, de se tourner vers certaines personnes, et comment voilà, on est influencé par le fait que pour aussi vivre de son activité, avoir des producteurs qui mettent leur vin dans ces concours, on a besoin de développer sa notoriété et d'être recherché par le consommateur. Oui, juste peut-être pour répondre à votre question en partie, même si je ne suis pas censé faire partie des intervenants, mais on a un grand nombre de vignerons en France, je disais tout à l'heure 87 000. Chacun fait 10, 15, 20 cuvées parfois, donc on a des centaines de milliers de bouteilles qui se baladent dans le monde. Le consommateur de vin, en face d'un rayon, en hypermarché, devant 1000 bouteilles, c'est le consommateur qui s'y connaît le moins, et c'est lui qui a le plus de produits en face de lui. On n'a pas ça dans les yaourts, on n'a pas ça dans les sodas, dans les eaux, vous avez 15-20 marques dans les yaourts, on n'a pas 1000 yaourts différents. Donc là, on a une pléthore de propositions, et on a un consommateur qui n'y connaît absolument rien. Donc il y a plein de marqueurs qui sont déjà importants, la région de production, l'appellation, le millésime, la mise en bouteille au château, la couleur de l'étiquette, le château sur l'étiquette, la capsule rouge, la médaille d'or, le label AB, le prix évidemment, le prix qui en grande distribution est un critère très important. Donc, et dans le monde du vin, contrairement à d'autres secteurs, les spiritueux ou les cognacs par exemple, on n'a pas de très grosses marques qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire qu'on va acheter, on n'achète pas un champagne quand on achète Veuve Clicquot. On achète Veuve Clicquot, ou Ruinart, ou Dom Pérignon. Dans les cognacs, c'est pareil. Et dans le vin, malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a assez peu de marques très très fortes qui vont rassurer le consommateur. Donc le consommateur, il a besoin d'être rassuré par autre chose. Et je pense que dans ce cadre-là, tous les prescripteurs qui sont là réunis, ils ont un rôle encore plus important à jouer, parce que justement, il n'y a pas trop de repères auxquels se raccrocher. La médaille en fait partie, l'influence digitale en fait partie, le commentaire du caviste, la prescription du caviste peut en faire partie, au restaurant, le rôle du sommelier, ou le journaliste qui va écrire un papier va être là comme un guide, je dirais pas spirituel, hein, c'est un grand mot, mais en tout cas un guide dans le monde du vin, et va essayer de les guider dans un univers qui, encore une fois, 95% des gens, vous allez dans la rue, vous leur demandez ce que c'est qu'un cépage, ils ne savent pas. Donc c'est pour ça que la prescription dans le monde du vin, elle est beaucoup plus importante encore, à mon avis, que pour prendre l'exemple des champagnes et des spiritueux. Est-ce que Veuve Clicquot a besoin d'un influenceur pour vendre? Est-ce que Veuve Clicquot a besoin du caviste? Je ne sais pas. Quelqu'un qui rentre chez un caviste, il veut du Ruinart, il sait qu'il veut du Ruinart quand il rentre chez le caviste. Quand il veut acheter une bouteille de vin, je ne suis pas certain qu'il arrive avec en tête le nom de la propriété ou le millésime. Et c'est pour ça que là, la prescription est beaucoup plus importante. En tout cas, c'est mon interprétation. J'ai pris la parole, je ne répète pas du tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ajouter quelque chose, oui. Veuve Clicquot n'a pas besoin de faire de publicité, et quand bien même, quand on regarde Coca-Cola, c'est les meilleurs, c'est le plus fort, ils font la pub partout. Donc aujourd'hui, même le plus grand a besoin de pub. Mais ils le disent eux-mêmes parce qu'ils ont d'énormes moyens financiers qui leur permettent de prendre la parole en leur nom. Parce que dans le vin, on n'a pas en fait. Oui. On n'a pas les moyens de prendre la parole pour faire des 4x3 et de la radio et de la télé, on n'a pas le droit. Mais donc c'est pour ça que les marques, le fait qu'on n'ait pas de grosses marques et qu'on soit très contraint par la loi E20, rend encore plus importante la prescription, je pense.
pour moi, c'est important, justement, c'est un rôle, la médaille, même si moi, quand on est plutôt, pas trop amateur, on ne va pas s'orienter peut-être sur les médailles, et quand bien même, ça peut aider. Je trouve que voilà, la médaille, c'est comme si on vous disait, il y avait 10 personnes qui disaient oui, c'est celui-là, et je trouve que c'est intéressant, ça reste un média aussi, finalement, un média caché, mais on n'oublie pas, et c'est pour ça que je pense qu'on est aussi là pour en parler. Derrière, il y a des hommes qui ont goûté, donc c'est ça qu'il faut. La médaille, c'est pas juste une étiquette qu'on pose comme ça du jour au lendemain parce qu'elle est tombée. Non, il y a des gens comme nous, comme des de tous âges qui a goûté. Et l'idée d'humaniser une médaille, c'est de parler le challenge du vin, c'est quoi? Et voilà, on en parle et je trouve que c'était ce que je voulais rajouter. Parfait. Je sais pas, on a encore le temps pour une dernière question. S'il y a, sinon on va se quitter bons amis autour d'un verre de vin, ce qui est pas mal. Privé. Non, pas d'autres remarques, pas d'autres questions. Je vais laisser la conclusion à Patrice, le président du Challenge, qui va vous annoncer peut-être une bonne nouvelle, je ne sais pas, en plus de la dégustation. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a eu beaucoup d'informations ce soir. Je vous remercie tous pour la clarté, effectivement, de votre propos. Je crois qu'on a tous compris que la prescription, elle est diverse et variée. Et je vous remercie beaucoup à tous. Et j'ai remarqué, effectivement, Cyril a choisi une bouteille où il y avait le challenge, la médaille du challenge. Donc c'était une bonne nouvelle. Deux choses. La première, effectivement, Michael l'a dit, donc on va pouvoir effectivement goûter les vins primés du challenge après. Et puis, si cette réunion vous a plu et vous donné envie de venir déguster au concours, demain, on vous invite à venir, si vous le souhaitez, à 8h45. Au Palais des Congrès, oui, c'est vrai que je l'ai précisé tout à l'heure, mais je ne l'ai pas redit. Donc voilà, si ça vous a donné envie de venir nous voir et venir déguster des vins au challenge, n'hésitez pas, on vous trouvera une place, pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Merci.